On est en direct, c'est parti. Tu peux faire un petit intro, un petit blabla, comme ça, le temps que ça se mette en place. Voilà. C'est-à-dire, avant de lancer la Ouais, tu peux y aller, là, tu peux y aller, Jean-Marie. Tu peux... Ça marche. Ça marche. Chers et chers amis de Rencontres citoyennes, bonsoir. Nous avions débuté d'excellente manière nos rencontres placées dans le cadre d'une opération que l'on a intitulée au sein de Gironde citoyenne. Aujourd'hui, préparons le monde de demain avec le concours de Jean Gattel autour de l'avenir de l'économie sociale et solidaire. Une bien belle soirée, et il s'agissait en fait d'un test qui s'est révélé extrêmement positif, tant sur le fond, car nous avons été nombreux à apprécier les propos de cet homme de conviction, qui vient d'écrire un livre que je vous conseille de lire et qui vaut quand même quelques déboires sur les réseaux sociaux à propos de son passage au Parti socialiste. Et je salue sa franchise et son franc-parler dans ce livre. Et sur la forme, malgré quelques aléas de connexion. Les animatrices et animateurs de Gironde citoyenne, qui, je vous le rappelle, est une association, je ne cesserai de le répéter, unitaire, indépendante, démocratique et laïque. On n'a pas fait de symposium là-dessus, mais on s'institue laïque. On a décidé, après avoir tiré les leçons de cette première visio-rencontre citoyenne, de poursuivre son expérience. Nous restons sur le principe d'un invité et de 90 minutes maximum de partage de ce qu'il peut nous apporter dans le débat démocratique. Cette fois, nous l'avons élargi grâce au talent technique, bénévole et militant d'Olivier Dezagnan à une double possibilité, une diffusion conjointe sur Zoom qui avait été adressée à quelques-uns d'entre vous et sur la page Facebook de Gironde citoyenne où la réunion restera d'ailleurs en ligne pendant quelques temps avant de passer peut-être sur YouTube. Le réseau de notre ami Jean-Luc Bélinguet, qui est par là, caché derrière les caméras, vous savez, c'est des gens qui intriguent toujours et qui sont toujours présents pour animer les choses, mais de l'extérieur, nous a permis d'obtenir le concours ce soir sur le thème « La ruralité, espoir ou crainte » de François Plassard. Alors, je tiens d'abord à remercier François d'avoir effectué le déplacement depuis Narbonne, ce qui est une ville symbolique pour la voiture depuis que Charles Trenet l'a immortalisé, jusqu'en Gironde, où il est arrivé péniblement, d'ailleurs, c'est assez long, car, comme le précisera Jean-Luc, qui l'héberge, il participera dans le week-end à plusieurs rencontres, dont une sur le quartier bordelais de Bacalan, demain, plus ensuite en Dordogne samedi. François Plassard est ingénieur en agriculture et docteur en économie de la Sorbonne, et c'est un ancien agent de développement territorial, formateur, essentiellement formateur et développeur de projets en milieu rural. Je n'aurais crainte de les citer par peur d'en oublier, tellement il a participé à des initiatives diverses dans la ruralité. Je dirais, pour faire un jeu de mots, que c'est un homme de polyculture, ayant cumulé les accompagnements, les innovations, les réalisations concrètes dans cette ruralité qui lui tient tant à cœur. Il est l'auteur d'un ouvrage que je trouve fondateur, intitulé « La vie rurale, enjeux écologiques et de société », qui me servira de base pour animer la première partie de notre visio-rencontre citoyenne, et un autre intitulé « Crise écologique ou crise avec 3 points de suspension », qui est un ouvrage intéressant dans le contexte actuel et qui justement pose les bases peut-être d'un avenir meilleur pour la plupart d'entre nous. Merci donc à François Plassard d'avoir accepté de jouer le jeu de la citoyenneté, une valeur qu'il porte dans toutes ses actions concrètes, mettant l'engagement individuel au service du collectif. Nous sommes en effet toutes et tous issus du monde rural, qu'on le veuille ou non, peut-être quelques Parisiens de souche peuvent le contester, avec un recul plus ou moins lointain des générations. Et pour lancer le débat, je synthétiserai l'enjeu de notre rencontre autour de 2 mots, espoir et crainte. Bonsoir François, donc, alors peux-tu, en propos liminaires destinés à lancer le débat, nous indiquer l'état des lieux que tu fais de la réalité actuelle, autour de 3 thèmes que je te propose dans ton intervention liminaire. C'est un vaste sujet, mais tu parles beaucoup dans ton livre et dans les échanges que l'on a eus antérieurement, très enrichissants pour moi, tu parles d'agriculture pétrolière ou d'agriculture industrielle. Que recouvrent d'abord ces termes dans l'histoire et dans l'évolution de la ruralité? Ensuite, selon toi, l'impact sur la planète de ces types d'agriculture sont énormes et un peu méconnus des citoyens.
est-ce que tu peux, avant d'aborder les solutions que tu proposes et que l'on abordera, je suis sûr, tirer les conséquences de ce type d'agriculture sur le réchauffement climatique? Et enfin, un troisième point, peut-être nous dire quelle est l'évolution que tu vois de la ruralité à travers la crise que nous traversons ou les crises que nous traversons, qui sont des crises à la fois sociales, économiques et sur la ruralité. Quelles sont donc tes craintes pour la ruralité dans un premier temps à partir de ces trois idées ou ces trois principes que tu énonces dans tes livres? Et est-ce que tu peux donc lancer le débat et nous apporter le fruit de ton expérience? Oui, je suis maintenant à la retraite. D'abord, merci de m'avoir invité. Et si vous voyez le paysage que je vois devant moi, en même temps derrière vos têtes, vous seriez étonné de ce bel endroit en plein milieu périurbain. Donc, j'ai été formé, comme vous l'avez dit, à l'agriculture industrielle à Toulouse. Et c'est vrai que cette agriculture industrielle, il faut la remettre dans le contexte où elle est née, après la guerre, où on avait faim, et le ministère de l'Agriculture s'appelait le ministère du Ravitaillement. On sortait de la guerre, et c'est vrai qu'il y a eu un contrat entre le général de Gaulle et Edgar Pisani, qui était le premier ministre du Ravitaillement. Et ce contrat, c'était de dire, de Gaulle disait, il nous faut rattraper le retard industriel sur les Anglais. Et Pisani lui dire, ben voilà, moi j'ai une solution, il faut moderniser l'agriculture d'un côté et la mécaniser, lui donner de la productivité. Il faut en même temps industrialiser la France pour rattraper le retard sur les Anglais, et il faut urbaniser la France. Et donc, quelque part, modernisation de l'agriculture, industrialisation et urbanisation faisaient système, l'un nourrissait l'autre qui nourrissait l'autre, et on appelait ça le progrès. Et c'est ça qui a donné les 30 Glorieuses, avec le grand enjeu qu'il fallait que les gains de productivité du travail soient relativement bien distribués, en baisse des prix, en hausse des salaires, en partage du temps de travail et en rémunération du capital. Voilà, ça c'était le progrès au sortir de la guerre. Et c'est vrai que les agriculteurs ont été divisés par 10, c'est-à-dire qu'il fallait des ouvriers dans les usines, et on disait, je me souviens à l'époque, il y a longtemps, et de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils iront à l'usine, tralalalalaire, parce qu'on a toujours besoin de prolétaires. Et donc, il y a eu un transfert de main-d'œuvre de la campagne à la ville. Ce transfert a accompagné l'urbanisation et accompagné une croissance en emploi. Et ça, c'était notre vision du progrès. Et ce qu'on est en train de vivre maintenant, avec 3 ruptures historiques. La première rupture historique, c'est ce que l'on vit, on est confiné, c'est le Covid, et qui nous apprend que finalement, nous sommes la nature et la nature est nous-mêmes. Et à ce moment-là, qui dit, si on ne veut pas augmenter le nombre de Covid dans le futur, eh bien, il faut inventer une nouvelle manière d'être avec la nature, puisque nous faisons partie de la nature. Ça, c'est la première rupture historique, puisque c'est vrai qu'on s'était mis à l'écart, et l'écart de la nature, c'était pour pouvoir mieux la maîtriser. Et puis en plus, si on croyait en une religion, eh bien, on était plus proche de Dieu et on s'échappait, on se mettait à distance de la nature. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est l'idée que c'était une vision du progrès et de la modernité. Sa première rupture, le Covid nous apprend que s'il y a des élevages industriels hors sol, on aura demain encore plus de Covid. Nous apprend que s'il y a des habitats déplacés pour des mammifères, on est 54 000 espèces de mammifères dans l'histoire du vivant depuis 4 milliards et demi d'années, eh bien, on est forcément, s'il y a des habitats déplacés, il y aura de nouveaux Covid, il y aura de nouvelles pandémies. Donc, première
chose, eh bien, comment penser une agriculture moins productiviste, moins pétrolière. La deuxième conséquence, c'est le réchauffement climatique. Ça, c'est une grosse affaire. Et d'ailleurs, dans les journaux, ces jours-ci, eh bien, on a vu que l'Europe s'est engagée dans 2035 de diminuer par 50% ses émissions de gaz à effet de serre. On voit que Biden, lui aussi, rentre dans la course et dès l'automne, il va essayer de s'engager autant. Donc, je dirais la plus grande rupture historique, bien plus encore que la pandémie, c'est le réchauffement climatique qui est né il y a un petit siècle et sur lequel l'agriculture s'est fondée. C'est fondé pourquoi? Parce qu'il fallait nourrir les hommes rapidement. Et c'est vrai qu'on a mis par la sélection des plantes, par les engrais, surtout chimiques et azotés, et par les engrais et les pesticides pour sélectionner des plantes résistantes aux prédateurs, eh bien ça a été le cœur de ce qu'on m'a appris pour devenir ingénieur agricole. Et là, je me rends compte, c'est la rupture avec cette logique-là qu'on va devoir faire, puisque on a 14 grammes de calories pétrolières pour faire une calorie alimentaire en fruits et légumes, et on a 14 grammes de calories pétrolières pour faire une calorie de viande, un kilo de viande en viande. Voilà. Donc, on voit bien que là, il nous faut sortir de ça parce que la manière de produire qu'on a appris dans une logique de progrès grâce à l'urbanisation et grâce à l'industrialisation qui nous a fait rattraper notre retard industriel, eh bien, on voit bien qu'elle est interpellée puisque si je prends que la mode de production de l'agriculture, c'est 24% du CO2 dans l'atmosphère. Si je rajoute la transformation des aliments, industrielle des aliments, et si je rajoute la grande distribution qui domine par les prix dans une logique de filière intensifiée et ou s'agrandir, se spécialiser, eh bien on voit que produire, transformer et vendre, c'est 50% du CO2 dans l'atmosphère. Donc, on le sait peu ou on ne le sait pas, mais l'agriculture pétrolière, elle participe pour 50% des émissions des CO2, plus que les transports, 17%, et plus que la simple isolation des bâtiments. Voilà. Donc, ça, c'est une rupture historique qu'on va devoir vivre, qu'on va devoir s'approprier. Comment sortir de l'agriculture pétrolière? Et je vous dirai tout à l'heure comment nous, à Narbonne, avec une tortue maraîchère, on essaye d'inventer une agriculture paysan-terre-mer qui sort de l'agriculture pétrolière et qui économise 95% de l'eau douce. On en parlera tout à l'heure. La troisième chose qui me paraît importante comme rupture, c'est que nous, en France, on a la particularité, encore plus que dans les autres pays d'Europe, que dans les 10 ans qui viennent, la moitié des terres agricoles, de la surface agricole utile, comme on dit, va se libérer. Et là, grand point d'interrogation, cette moitié des surfaces agricoles utiles, elles vont aller où? Alors, elles peuvent aller à des successeurs, mais ils sont très peu nombreux, donc très peu de successeurs, parce que cette agriculture intensifiée, s'agrandir, se spécialiser, elle a du mal à se reproduire. Hein, elle a permis à des acteurs de vivre modestement toute une vie, de mourir riches, mais après, comment on fait pour transmettre ce mode d'agriculture industrielle? Deuxième solution, eh bien, c'est ce qu'on voit apparaître depuis quelques années. Je le vois en Bourgogne, je le vois du côté de Carcassonne, dans des villages que je peux vous nommer. Peut-être vous en savez aussi en Nouvelle-Aquitaine. On voit des sociétés anonymes qui se montent avec des capitaux chinois qui sont tout heureux de se réapproprier des terres agricoles. Et puis, troisième solution, eh bien, s'il y a des jeunes qui veulent s'installer en agriculture, comment vont-ils le faire? De quelle manière? Est-ce qu'ils vont le faire sur le mode
productivistes, intensifiés, ou s'agrandir et se spécialiser, et donc avec beaucoup de capitaux, ou alors est-ce qu'ils vont le faire sur un autre type d'agriculture que moi j'ai beaucoup étudié quand j'étais agent de développement territorial avec les CIVAM, les 450 associations CIVAM, et je salue ceux qui sont peut-être là en face de moi, parce qu'il y en a beaucoup dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a de ces 450 associations CIVAM, et où quand j'étais, je m'occupais de la ceinture verte lyonnaise, qui était une décision politique de geler 10 000 hectares de terres agricoles aux portes de Lyon, avec comme message « manger gai, manger frais, manger saison », manger la ceinture verte de Lyon, et donc pour qu'il y ait un étalement plus étalé de l'urbanisation qui coûte moins cher aux contribuables. Donc ça, j'ai mené ça aussi pendant 7 ans de ma vie, c'était passionnant. Donc ce que je veux dire, c'est que là, il va y avoir une rupture dans nos manières de faire, parce qu'il va falloir inventer sans doute d'autres manières de s'urbaniser avec des villes plus moyennes et avec des ceintures vertes autour, puisqu'on va sans doute vivre autrement que ce qu'on appelle le néolibéralisme qui est arrivé à partir des années 70, où on a ouvert toutes les frontières et on a créé une chaîne de valeur qui envahit toute la planète avec des coûts de transport ridiculement bas. Et évidemment, on a créé un autre modèle de développement néolibéral. Et je pense que la crise du Covid qu'on est en train de vivre et la crise climatique va nous obliger à dire, bon bien, est-ce qu'on continue dans ces chaînes de valeur mondialisées sans frontières, ou est-ce qu'on réinvente une manière de produire au niveau agricole qui soit plus pétrolière, qui sorte de l'agriculture pétrolière? Et donc là, on entend beaucoup de démarches de permaculture, on entend beaucoup de démarches d'agroforesterie complémentaires à la permaculture. On entend chez nous aussi sur des milliers d'hectares, rien que dans la Narbonnaise, nous avons 80 000 hectares de friches. On commence à voir comment faire de l'éco-pâturage pour éviter les incendies dans 5-10 ans qui vont se développer avec le pin d'Alep qui nous vient d'Afrique et qui brûle comme une boîte d'allumettes, etc. Donc, on voit bien que c'est une nouvelle manière de produire qu'il va falloir repenser en sortant du pétrole, puisque cette manière de produire agricole pétrolière, elle réchauffe le climat. En même temps, une nouvelle manière de consommer. Alors, c'est vrai que chez nous, je vous en parlerai tout à l'heure, on veut faire des légumes avec des poissons, c'est-à-dire on veut faire une économie circulaire entre les poissons et les légumes. Pourquoi? Parce que dans la mer, il y a une économie circulaire qu'on connaît bien, que les chercheurs appellent l'aquaculture intégrée multitrophique, où c'est les poissons qui nourrissent les coquillages filtreurs, que sont les huîtres et les moules, lesquels produisent ou facilitent l'émergence des algues. Donc, il y a une économie productive poissons, coquillages filtreurs, algues, et cette économie circulaire productive, on peut la faire en milieu d'eau douce, qui est poisson d'eau douce, filtre bactérien aérobie et légumes. Ça s'appelle de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est un mode de culture qui nous vient des Aztèques, que les Indonésiens connaissent bien, et peut-être que nous aussi, il va falloir réapprendre ces modes de culture circulaire, permacole, avec agroforesterie et avec éco-pâturage, et qui soit hors pétrole pour sortir du réchauffement climatique dont les exigences politiques, depuis 15 jours, se sont raccourcies puisqu'on a condensé pour 2035 de diminuer 50% du CO2. Voilà. Alors ça, c'est un petit tableau. Voilà 3 ruptures historiques. Le Covid, notre manière d'être au vivant, sortir de l'agriculture pétrolière, et troisième rupture, eh bien, c'est manger autrement, produire autrement,
et peut-être aussi vivre autrement au niveau d'un vivre ensemble autrement, au niveau de la manière de penser les villes de demain. Et c'est vrai qu'on voit déjà un flux de gens des grandes villes et de Paris qui commencent à être intéressés. C'est vrai que la liberté, elle était à la ville il y a encore 40 ans, 50 ans, et les femmes, les premières, rêvaient d'aller dans l'anonymat de la ville, et on voit bien une inversion culturelle, et peut-être que demain, le monde rural et les petites villes moyennes avec avec des ceintures vertes, comme nous, on l'a réalisé à Lyon dans les années 80-90, eh bien, ça sera peut-être un nouveau modèle de vivre ensemble en commun. Voilà. Voilà comme première introduction à votre première question. Ah, le micro, je ne vous entends plus là. Est-ce que la vision que tu as, que tu nous décris, est selon toi une vision optimiste ou pessimiste de l'avenir de la ruralité qui nous préoccupe tous? Est-ce que tu vois un contexte qui peut évoluer rapidement ou est-ce que c'est un contexte qui mettra quand même quelques années à changer? Alors, optimiste ou pessimiste, non. Moi, je pense qu'il y a une partie de la jeunesse, même qui sortent d'écoles d'ingénieurs, hein, qui sont intéressés par des modes d'installation plus conviviales avec la nature, avec de la permaculture, de l'agroforesterie, etc. Donc, je vois des groupes de jeunes, même formés, commencer à s'intéresser à ce mode de management qu'on va appeler économiser, valoriser, c'est-à-dire faire de la valeur ajoutée avec des circuits courts et jouer sur les complémentarités dans la manière de produire, ça c'est la bio, et les complémentarités dans la manière de vendre, c'est quand on a un produit à vendre, on ne le vend pas, mais si on se met à plusieurs, on arrive à monter des collectifs de vente directe où là, on peut atteindre plus facilement le consommateur. Donc, là, je pense qu'il y a une partie de la jeunesse qui est ouverte à ce mode économiser, valoriser, jouer sur les complémentarités, contrairement à intensifier et ou s'agrandir, se spécialiser dans une logique de filière et où c'est la grande distribution qui décide des prix et du coup qui verrouille en finale le revenu des agriculteurs qui est en amont. Donc ça, là, je suis optimiste qu'il y a une partie de jeunes qui voudront faire ça. Nous, on y a rajouté à Narbonne l'aquaponie je peux donner une toute petite image, c'est sur notre lagune, voilà, ça s'appelle une tortue maraîchère, vous la voyez, hein, c'est un jardin flottant qui fait 60 mètres carrés, qui produit comme l'équivalent d'un jardin de 350 mètres carrés, et qui fonctionne en aquaponie, c'est-à-dire qu'on a des poissons, là on a terminé les truites, mais là, la température aidant, maintenant on a mis la semaine dernière des muges, des mulets qui vont être complémentaires avec des loups, et donc ces poissons vont être en relation avec nos légumes, mais par l'intermédiaire, là, non pas de coquillages filtreurs, mais par l'intermédiaire de 3 catégories aérobies, hein, pour passer de l'ammoniac au nitrite et au nitrate. Voilà. Donc ça, cette aquaculture-là, cette aquaponie-là, elle peut aussi intéresser les jeunes parce qu'elle est plus technique, parce que c'est la pompe circulante qui fait moins mal au dos, hein, on n'est plus à 4 pattes, et peut-être qu'elle va intéresser. Moi, j'étais avec Jean-Guy Henkel dans les années 90, on avait monté le premier jardin de cocagne à Besançon. Et bien, dans les jardins de cocagne, eh bien, les clients qui achètent des paniers légumes et viennent souvent participer au jardin. Et là, à ce moment-là, on peut imaginer que des personnes âgées disent ben, moi, sur la tortue maraîchère, comme ça, je viens t'aider pendant un quart d'heure. Une tortue maraîchère, c'est 1 heure de travail par jour. Et c'est vrai qu'il faudrait avoir 2 ou 3 tortues maraîchères pour qu'un jeune puisse se faire un premier revenu.
mais à ce moment-là, il n'a qu'un petit mi-temps à travailler. À ce moment-là, il a du temps disponible pour travailler en permaculture, sur une permaculture plus régénératrice des sols et de la résilience des territoires. Voilà. Donc ça, c'est mon optimisme où je dis, il y a sûrement une jeunesse pour ça, avec le goulot d'étranglement. Pour nous, le littoral, c'est d'inventer des modes d'habitat qui soient compatibles avec un revenu agricole. C'est pour ça qu'on est en train de travailler des hameaux légers avec la loi de 2014 sur les hameaux environnementaux ou les hameaux légers, et ce qui permettrait donc à des jeunes de s'installer en agriculture sans avoir sur le littoral des loyers de 500 € par mois, quand on sait qu'un bon maraîcher, s'il est bon, avec 700 € de chiffre d'affaires. Donc, on voit qu'il faut recréer une équation économique entre le mode d'habiter et le mode d'agriculture. Donc là, c'est évidemment, on rencontre les institutions, mais les lois sont là depuis 2014. On peut s'y appuyer pour aller plus loin, pour trouver des équilibres, des équations économiques qui aident les jeunes dans cette démarche en fruits et légumes, mais aussi dans d'autres productions que les fruits et légumes. Nous, on veut planter du lupin parce que le lupin, c'est une plante méditerranéenne des sols pauvres, mais qui a 40% d'azote organique, 30% en potasse et 10% en phosphore. Un céréalier, s'il plante du lupin en amont de ses céréales, eh bien, il n'a plus besoin de mettre des pesticides et des engrais. Et le lupin, nous, on l'utilise pour nourrir les poissons. Lesquels poissons vont nourrir par les nitrates les légumes. Donc, voilà. Et en même temps, nous, on rajoute des spirulines, puisqu'on va faire avec des puits de soleil de manière verticale, des spirulines à la verticale, parce que la spiruline, c'est une algue bleue, et on veut voir aussi expérimentalement si elle peut nous aider aussi à renforcer nos filtres bactériens entre les légumes, qui sont finalement la station d'épuration de l'élevage de poissons, truites l'hiver, puisque nos lagunes refroidissent plus vite que la mer l'hiver, donc c'est génial pour les truites. Et comme nos lagunes se réchauffent plus vite que la mer l'été, eh bien c'est génial pour les loups et les mulets. Voilà. Donc ça, c'est des agricultures qui peuvent s'inventer. Et je dirais, en même temps, je vois bien que la grande question sociétale qui est devant nous, je ne sais pas si vous savez qu'on a une Esther Duflo. Moi, je suis sensible parce que j'ai mis 12 ans, je n'étais pas un bon, j'ai mis 12 ans à passer un 2A, un doctorat d'économie. Mais donc, j'ai lu le livre d'Esther Duflo sur le réchauffement climatique. Elle est au MIT en Amérique. Et c'est la loi des 10-40, des 10%, 40%. Moi, je connaissais en agriculture la loi des 20-80%. Où 80% des subventions de la PAC étaient accaparées par ceux qui avaient le plus grand nombre d'hectares. Et du coup, c'est vrai que la reine d'Angleterre avait le plus gros chèque de l'Europe. Elle a dû être très déçue du Brexit, la reine d'Angleterre, puisqu'elle était la première contributrice de l'Europe en subvention. Et à ce moment-là, la loi des 10-40 d'Esther Duflo, notre jeune économiste prix Nobel d'économie, c'est dire que 10% des revenus les plus riches sur la planète émettent 40% du CO2, donc des gaz à effet de serre, et 40% des plus pauvres de la planète n'émettent que 10% des gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que autant je suis pour une intelligence de relocaliser sur nos territoires par logique de reconquête de souveraineté et sécurité alimentaire, autant je suis un partisan de dire que toutes les activités riches de liens sociaux, et l'agriculture peut devenir une agriculture riche de liens sociaux, celle d'économiser, valoriser, jouer sur les complémentarités, surtout si elle est liée à la résilience de nos territoires pour créer des territoires résilients aux effets du réchauffement climatique, c'est-à-dire aux incendies l'été, et Dieu sait que ça peut faire des dégâts et faire fuir des tourismes,
Mais ce qu'on voit le moins, alors chez nous, autour de la Méditerranée, c'est les inondations aussi l'hiver, conséquence du réchauffement climatique. Les inondations, si les sols sont tués, n'ont plus de matière organique, et notamment après l'arrachage des vignes, eh bien on sait que c'est 40 tonnes de terre à l'hectare qui partent dans les rivières et dans la mer, au lieu de 400 kilos à l'hectare. Ça, c'est le côté un peu invisible. Donc, on voit bien que là, il y a des enjeux qui se jouent à différents niveaux, évidemment de tout un chacun, mais des institutions, des communes, de la région, du national et du global. Donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle cohérence. Et on disait, quand moi, à 20-30 ans, on parlait du local, hein, de penser localement pour réfléchir globalement et réfléchir globalement en pensant localement, c'est-à-dire un aller-retour du global au local. Eh bien, c'est une mutation culturelle énorme que nous allons devoir faire grâce ou à cause du réchauffement climatique, grâce ou à cause des pandémies qui sont encore devant nous, surtout si on continue à faire du hors-sol. Et c'est vrai que le soja qu'on importe pour 5 millions de tonnes par an en France et qui font du hors-sol parce qu'on y met du maïs et que le maïs use les rivières et assèche nos rivières, on voit bien que ce n'est pas vers cette agriculture-là qu'il faut aller pour des logiques de reconquête de liens sociaux sur un territoire. Alors, moi, je pense qu'on est à la veille de devoir réfléchir à qu'est-ce que les nouveaux biens communs sur nos territoires. Et je pense que le premier bien commun qui va s'imposer, c'est un bien commun qui est comment produire plus localement de la nourriture. On ne peut plus dépendre de la nourriture de 1000 ou 2000 km ou 3000 km, même si les Chinois viennent s'accaparer de nos terres de manière anonyme. Donc, comment produire localement, et ça, c'est du gisement d'emploi, mais lier ce gisement d'emploi de produire plus localement de la nourriture avec plus de santé locale, et c'est pour ça que nous, on fait de l'aquaponie, parce que si on fait et des poissons qui sont nourris de lupins, qui produisent des légumes, eh bien, nous, on se rapproche du régime crétois. Et on sait bien que le régime crétois, avec l'oméga 3 des poissons, eh bien, ça fait vieillir longtemps. Alors, comment rajouter de la vie à nos années et rajouter non seulement de la vie à nos années, mais rajouter des années à nos vies. Donc ça, c'est un bon programme hein, du vivre ensemble. Et ce bon programme sur notre commune de La Palme, 2300 habitants, en lien avec monsieur le maire, eh bien, non seulement on veut créer un dialogue entre les tortues maraîchères qui pourront produire et que les jeunes pourront s'approprier et avec Terre de Liens se les fabriquer eux-mêmes en ateliers paysans, eh bien, créer un dialogue avec de la permaculture à terre et créer aussi un dialogue avec de la résilience territoriale. Et moi, je pense que les premiers biens communs à inventer en milieu rural, c'est retrouver entre les parents, les voisins et les associations, renouer localement, dans la singularité de chaque territoire, comment, avec plus de produire localement de la nourriture, on produit plus de santé locale. Hein, Hippocrate disait que la santé et l'alimentation étaient liées, hein, un serment d'Hippocrate, et comment le relier à plus d'actions intelligentes nous pouvons faire pour rendre nos territoires plus résilients aux premiers effets qui vont être des sursécheresses, donc incendies, ou des surinondations l'hiver, donc de la terre qui part dans les rivières et dans la mer. Donc ça pourrait être les premiers biens communs. Mais il y a des biens communs avec le monde culturel à monter, il y a des biens communs avec plein d'autres à inventer sur chacun de nos territoires. Et ça, je crois que c'est réinventer de l'intelligence collective, de relocalisation pour recréer des biens communs. Et je suis un fan, moi, de Gaël Giraud, qui était le directeur de l'Agence française de développement. Et Gaël Giraud, qui malheureusement a quitté l'Agence française de développement
avec Macron, mais il a été récupéré par Biden. À mon avis, la Nouvelle-Aquitaine devrait essayer de le récupérer. Et à ce moment-là, Gaël Giraud, comme Jean Covici, comme les autres, alors là, sur lequel je suis complètement en phase, parce qu'on n'a pas vu qu'on est dans l'après-pétrole et qu'il faut inventer la société post-pétrolière, hein, et on ne s'était pas rendu compte que dans notre notion du progrès, on avait chacun, grâce au pétrole, on avait chacun 200 esclaves à notre service pour produire des choses et des marchandises. Eh bien, Gaël Giraud, lui, il est partisan de dire, voilà, ce qui caractérise ces 40 dernières années qu'on a appelé le néolibéralisme, dans lesquelles peut-être beaucoup d'opinions politiques se sont enlisées ou enfuies, c'est la marchandisation des sols, des semences et de la vie. Donc, il critique la marchandisation des sols, des semences et de la vie, et Dieu sait que ça fait du dégât. Il y a des livres entiers là-dessus. Deuxième marchandisation, alors là, bien connue, c'est la marchandisation du travail face au capital. Ça, c'est Karl Marx, mais on a oublié de dire que le capital et le travail sont liés au pétrole, étaient liés au pétrole, qui, lui, ne coûtait rien ou presque rien. Donc, en fait, la trilogie fin du pétrole, capital et travail doit être repensée pour produire des marchandises industrielles. Et puis, la troisième chose que dit Gaël Giraud, c'est la marchandisation de la monnaie. Alors là, moi qui étais à l'initiative des systèmes d'échange locaux dans les années, il y a 40 ans, en disant que la monnaie, c'est des chiffres et des nombres qui dépassent le troc pour pouvoir échanger des biens et des services sur un territoire, eh bien, personne n'a vu qu'on a inventé un deuxième type de monnaie qui n'est pas une monnaie d'échange pour produire des biens et des services, mais une monnaie qui enfante de la monnaie, que Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ, appelait de la crématistique. Il disait, c'est de l'argent, ce qui engendre de l'argent, c'est la monnaie spéculative. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inégalités dans notre société, mais c'est vrai qu'une grande partie de ces inégalités, de ces gens qui deviennent très très riches, c'est l'enrichissement non pas par de la monnaie circulaire qui permet de créer de la richesse réelle en produits et en services, mais c'est de la monnaie spéculative où l'argent engendre de l'argent, et c'est là-dessus qu'on devrait terriblement réfléchir. Et je pense que nos politiques commencent à y réfléchir, comment chaque pays, l'Europe ayant l'euro, mais peut-être aussi l'émergence de monnaies territoriales. Nous avons, nous, le CERS dans la Narbonnaise, il y a 25 monnaies territoriales, et ces monnaies circulaires territoriales, alors nous, on invente une économie circulaire pour faire une économie sans pétrole et qui économise 95% de l'eau douce. Et c'est pour ça qu'on a une médaille d'or de Michael Kurtika qui est venu à Perpignan et qui nous a donné une médaille avec Laurent Fabius, qui est de votre pays. Hein. Et Laurent Fabius dit, mais c'est génial, vos tortues maraîchères, il faudrait que le conservatoire littoral vous ait à monter ça, etc. C'est formidable. Je dis, monsieur Fabius, vous connaissez peut-être mal les institutions parce que nous, on s'est adressé à eux. Pour l'instant, ils ne sont pas trop d'accord. Mais comme on a fait une convention avec les Flamands Roses de notre étang à Périac-de-Mer, nous avons 10 600 Flamands Roses. Nous avons fait une assemblée citoyenne avec les Flamands Roses et on leur a dit, soit la mer monte de 1 mètre de plus, ou soit elle monte de 3 mètres de plus, dit Gaël Giraud, à cause de l'Antarctique, qui change la donne de la montée de la mer. À ce moment-là, si on a 3 mètres de plus, vous vous rendez compte, vous les Flamands Roses, vous allez avoir des territoires qui vont augmenter de 40%. Ils ont dit oui, on vous propose de vous donner à vous les humains 1% de la croissance de nos territoires due à l'élévation de la mer, et comme ça, on sera de grands copains. Eh bien, ces Flamands Roses, ils viennent derrière notre tortue maraîchère parce qu'ils se mettent à l'abri du vent, et comme ça leur permet de plonger pour trouver de l'Artemia salinima, qui est la petite crevette, parce que cette petite crevette, elle pousse sur de la chlorella qui nourrit cette crevette. Donc, on voit bien qu'on pourrait passer de nouveaux contrats avec la nature grâce au réchauffement climatique et à l'élévation du niveau de la mer. Alors, je disais à Jean-Luc Bélanger
eh ben, nous, on a fait paysans terre-mer avec le slogan « Si la mer vient à nous, allons à la mer ». Et notre deuxième slogan, c'est « Le vivant comme modèle ». Et le vivant comme modèle, c'est le modèle de l'économie circulaire productive de la mer, que les scientifiques appellent l'aquaculture intégrée multitrophique, mais que nous, on appelle l'aquaponie. C'est plus simple à comprendre. Eh bien, vous pourriez à Bordeaux ou dans la Nouvelle-Aquitaine, puisque vous êtes sensible au modèle comme vivant, au vivant comme modèle, eh bien, inventer paysans, océan, rivière, à cause du mascaré. Et donc, à cause du mascaré, puisque l'océan rentre dans les rivières, eh bien, inventer l'association paysans océan-rivière et monter des tortues maraîchères tout au long de la Dordogne ou d'autres rivières. Et à ce moment-là, dans 5 ans, dans 10 ans, entre nous les Méditerranéens et vous les Océaniques, on échangera nos fruits d'expérience. Merci pour tout ce que tu viens d'apporter, là, très riche. On a 2 questions sur Facebook qui arrivent déjà, donc je ne vais pas te poser les miennes. La première, c'est quels ont été les freins auxquels vous avez été confrontés dans la réalisation de vos projets? Est-ce l'urbanisation? Est-ce que c'est la réglementation? Ou est-ce que c'est la résistance des gens en place? Alors, moi, j'ai fait ma vie quand j'ai quitté l'agriculture pétrolière pour devenir animateur territorial, Lozère, Ardèche, Haute-Loire, ensuite Saint-Thierry-Vert-de-Lyon, etc. Je me suis fait une idée sur tout projet un peu novateur. Il passe par 3 étapes. Au début, c'est le déni. Alors, si le déni est neutre, ça va bien. Mais il y a des fois des dénis négatifs. Et puis après, le déni, eh bien, c'est la négociation avec les acteurs qui se sentent un peu bougés, un peu titillés sur cette innovation. Et notre innovation paysan terre-mer, on l'a vécu. Et puis après, le déni, le combat, et après la récupération. Alors moi, je suis pour la récupération à condition que ce soit des bonnes récupérations. Il y a des mauvaises récupérations et des bonnes récupérations. Donc nous, on espère que Paysans Terre-Mer soit un jour bien récupéré. Par qui? Mais bien récupéré par les pêcheurs côtiers qui font de la petite pêche au lieu de labourer le fond de la mer et de détruire le fond de la mer. Et là, j'ai réunion avec eux au mois d'août. Et puis, aussi bien avec des conchiliculteurs, puisqu'on aurait des projets avec des conchiliculteurs, des débuts de projet, on va en discuter au mois d'août. Voilà, donc, je pense que d'abord, vous êtes affronté à une lourdeur administrative. C'est vrai que quand on est sur l'eau, sur les étangs, nous, on a 60 000 hectares de salines, d'étangs sur l'Occitanie en Méditerranée. On a 120 000 hectares sur tout le tour de la Méditerranée, mais le tour nord. Et puis, il y en a au moins peut-être plus du côté de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie. Donc, on se dit, eh bien, ces croissances de surface, c'est la DTM, la Direction des territoires de la mer qui la maîtrise. Et c'est vrai que c'est une lourde administration, puisque nous, on a mis 1 an et demi avant d'arriver à un accord d'expérimentation. Et c'est vrai que ce temps, il y a des rythmes de temps entre une innovation de gens passionnés comme moi, avec les copains, on est une douzaine à avoir monté ça, et maintenant, on passera à M6 bientôt sur le 10, il y aura 3 millions de personnes. Donc, ça va faire mouche, mais c'est vrai que la lenteur administrative, les temps ne sont pas les mêmes, a été pour nous un frein qui nous a beaucoup ralenti. Mais maintenant qu'on a des parrains aussi prestigieux que Gilles Boeuf, que le Muséum d'histoire naturelle, maintenant peut-être notre comédien bruissant qui nous a signé ses vins, Pierre Richard, peut-être qu'on a… Voilà. Donc, à partir du moment où on a des parrains, on a quelqu'un d'Ifremer qui s'occupe de la prospective d'Ifremer qui aimerait bien que notre tortue elle soit labellisée par Ifremer. Voilà, donc on voit bien que à partir du moment où on a des parrains et des complices, eh bien, on arrive à avancer, bon an, mal an, et se frayer un chemin.
en sachant bien que c'est toujours, toute logique de projet sont des logiques de négociation et qui se font non pas dans l'hyper-rapidité, mais dans la lenteur, surtout si notre projet sont des projets d'inventer de nouvelles manières de s'installer en agriculture. C'est quand même beaucoup plus complexe que des projets d'un objet innovant qu'on va vendre à Ikea et qui va inonder la planète. Voilà. Donc, on voit bien que ce n'est pas le même type de projet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est évidemment, il y a des freins, mais moi, j'ai toujours vécu, je pense ici parce que je suis en Aquitaine, mais j'ai vécu avec cette phrase de Saint-Exupéry qui disait dans Vol de nuit, eh bien, la vie n'a pas de solution, la vie n'a pas de solution, mais elle met de force en marche, la vie met des forces en marche qui ouvrent des chemins où apparaissent les solutions. Eh bien, je trouve que dans ces 3 phrases, il y a déjà un début de contenu, de mode de changement, qui n'est plus de faire toujours plus, toujours mieux la même chose, mais d'un mode de changement qui s'apparente plus de ce que j'appelle mutation ou métamorphose, c'est-à-dire changement de forme. Et vous avez un homme que j'aime beaucoup dans votre nouvelle Aquitaine qui s'appelle Boris Cyrulnik, que j'aimerais beaucoup associer à notre réflexion sur la métamorphose, que moi j'ai commencé à vivre avec Edgar Morin. On a fait des grandes réunions là-dessus, et Jean-Claude Amezen et Patrick Vivray. Et donc, on pourrait partager comment ça marche, une logique de changement où on ne fait pas toujours plus, toujours mieux la même chose, mais on change la règle du jeu du changement. Et c'est peut-être ça le défi de demain, c'est un changement qui change nos représentations sur ce qu'on appelle le progrès. Et c'est vrai que nos représentations, c'était la croissance pour la croissance. Et bien peut-être que demain, on va faire des progrès avec de la croissance. Je ne dis pas de la décroissance, mais avec de la croissance, parce qu'on aura compris qu'il y a tout un tas d'activités de l'ordre du culturel, de l'ordre de l'éducation, de l'ordre du scientifique, de l'ordre de l'agriculture, de l'ordre de la santé, etc., qui peuvent se réapproprier intelligemment et se rapprocher pour recréer des nouveaux métiers dans une logique plus d'accroissance qu'une logique de croissance des PIB qui, elle, est souvent liée au pétrole, donc au réchauffement climatique. Voilà. Ah, je ne vous entends plus là. Ouais, Jean-Marie, il faut que tu mettes ton micro. Jean-Marie? Pour ne pas perturber le. J'ai interpellé Michel Cabane. Je ne sais pas si Michel Cabane est encore en ligne. Michel, ta réaction sur la croissance et ce qui a été dit sur l'économie, et c'est les économistes atterrés qui sont en ligne, là, que je suis de temps en temps. Oui, Est-ce que Michel peut avoir une réaction? oui, mais la réaction, évidemment, elle est forcément positive. On connaît, on connaît les lacunes et les descriptions, les destructions qui sont générées par le mode de croissance actuel, productiviste, et manifestement, le type d'agriculture dont parle François, et en particulier l'expérience des tortues maraîchères, rentre dans une toute autre problématique qui satisfait simultanément pas mal de critères de bien-être, à la fois du point de vue certainement de la qualité des produits, du point de vue de la satisfaction au travail, du point de vue de la circularité, c'est-à-dire un critère d'efficacité au niveau objectif du processus de production. Donc, je crois que là, il n'y a pas photo. Il y a manifestement la supériorité du mode de production que signifie ce type de projet par rapport au mode de production qui a correspondu à la fois aux 30 glorieuses et aux 30 ou 40 piteuses que nous venons de vivre. Donc, voilà ma réaction spontanée. Au-delà de cette réaction un peu générale, j'aurais peut-être quelques questions, puisque j'ai la parole.
Ce type de projet, François, est-ce que tu le vois comme s'insérant spontanément dans une économie locale, avec des relations denses à l'intérieur de cette économie locale, mais beaucoup moins fortes par rapport à l'extérieur de l'économie locale, ou bien est-ce que tu le vois comme pouvant d'emblée s'intégrer dans l'agriculture, dans le marché agricole tel qu'on les connaît aujourd'hui? En gros, ça veut dire, est-ce que on peut développer ce type d'expérience en favorisant la création d'économies locales intégrées, y compris par les monnaies locales? Ça, c'est la première voie. Est-ce que on peut, dès maintenant, sans condition, en quelque sorte, faire rentrer ce type d'expérience dans les marchés agricoles tels qu'on les connaît, avec toutes leurs lacunes? Et cette deuxième voie suppose évidemment que les réponses soient positives aux questions relatives au niveau des prix, au niveau de productivité, etc., en compétition avec l'agriculture industrielle et pétrolière qu'on connaît. Donc, voilà un peu la question que je pose. Est-ce que ça rentre bien? Est-ce qu'il faut quasiment qu'il y ait une économie locale intégrée, mais assez dissociée du reste de l'économie mondiale pour que ça marche durablement? Ou bien est-ce qu'il faut, pour que ça marche et que ça s'étende, est-ce qu'il faut qu'il y ait des conditions de, entre guillemets, compétitivité qui soient réunies par rapport à l'agriculture productiviste? François. Oui, merci de poser cette question. De conflit entre une agriculture de filière intensifiée et où s'agrandir, se spécialiser, et une agriculture de économiser, valoriser, jouer sur les complémentarités. On voit bien que ces deux modèles différents, et moi, le hasard a fait que René Souchon m'avait donné de quoi faire 15 000 km à travers la France, et les CIVAM et autres, et j'ai interpellé, et avec un rendu à l'ENITA de Clermont-Ferrand, une analyse économique et sociologique sur à peu près 500 personnes qu'on avait psycho-économico-analysées. Et on montrait que la différence, c'est que le modèle intensifier ou s'agrandir, se spécialiser, accompagné par le Crédit Agricole et la Chambre d'agriculture, c'est une logique de modèle. Alors, on a la DGA, la dotation jeune agriculteur, quand on est dans le modèle, et après, on trace. Et donc, il faut faire partie des 30% les meilleurs dans cette logique de fuite en avant. Et c'est celle-là, en plus, qui produit du CO2. Pour répondre à ce que tu dis, une agriculture économisée, valorisée, jouer sur les complémentarités, qu'on peut appeler une agriculture paysanne, au sens noble du mot paysan, oui. Celui qui optimise les écosystèmes physiques et humains locaux, eh bien, évidemment, elle n'a pas de modèle qui peut se décréter de Paris. Elle est obligée de s'inventer de manière constructiviste sur chaque territoire. Et là, on a besoin d'innovation administrative, on a besoin d'innovation politique, puisqu'on sait très bien que les fruits et légumes ne sont pas du tout aidés par la PAC. On sait très bien que c'est les céréaliers qui, plus ils ont de centaines d'hectares, plus ils sont fonctionnaires à mi-temps ou à 2/3 de temps. Et quelque part, ils ont fait aussi du dumping sur l'Afrique, en faisant du dumping économique sur l'Afrique, et qui fait que peut-être ça va créer encore plus de phénomènes migratoires. Donc, on voit bien qu'au niveau politique, à tous les différents niveaux politiques, il y aurait intérêt à inventer comment
alors, je pense, nous, aux chèques de transition dans la Narbonnaise. Comment utiliser les chèques de transition par le politique? Ces chèques de transition peuvent aussi aider cette agriculture, on va dire, économiser, valoriser, compléter, à émerger et émerger de manière interconnectée avec la santé et avec la résilience du territoire. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas les chèques de transition? Nous, on avait pensé aussi à des chèques de temps choisi, puisque en Rhône-Alpes, on avait inventé des chèques de temps choisi, partage de travail, exactement ce que fait ATD Quart-Monde avec les territoires zéro chômeur. Ah ouais. Nous, dans les années 90 à 96, on donnait un chèque de 600 € à des gens qui étaient à 10 ans de la retraite et qui disaient « moi, je veux me mettre à mi-temps et aider un jeune à rentrer, à me remplacer dans mon travail. Et en échange, je touche un chèque de temps choisi de 500 €, qui maintenant serait 600 € par mois, pour monter un projet social, agricole, genre paysan, social, agricole ou culturel, c'est-à-dire des projets non lucratifs, mais qui produisent du lien social. Et c'est ce qu'on a fait, qui a très bien marché en Rhône-Alpes pendant 4 ans. Les Italiens sont venus nous chercher ça. Ils ont monté la même chose à Perugia et à Assise, sur la ville d'Assise. Et moi, ils me réinterpellent l'année dernière et cette année. Ils veulent relancer ça sur l'Italie, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas encore un revenu de base ou un revenu inconditionnel, mais qui serait une étape pédagogique pour prendre conscience que le système productif demain, eh bien, on est passé de la matière à l'énergie et on va aller de plus en plus vers de l'information. Et à ce moment-là, on voit bien que le néolibéralisme dont tu as parlé tout à l'heure, hein, de ces 40 dernières années, eh bien, je te salue en disant, on a un ami commun qui est René Passé. Oui. René Passé, c'était mon président de thèse. Je l'ai eu comme professeur aussi. Voilà, et il est d'ici, il est de Nouvelle-Aquitaine. Il est de Bègle. Voilà, il est de Bègle. Et donc, René Passé, c'est lui qui m'a donné le déclic de l'envie de m'intéresser à l'économie en parallèle de tous les boulots que j'ai faits. Et donc, je l'en remercie. Je l'ai encore eu pendant 1 heure à Noël dernier. C'était extraordinaire. Et donc, René Passé, il a créé chez moi un choc culturel. Comment? Il m'a créé 2 chocs culturels. Il m'a dit dans son livre « L'économie qu'est le vivant », eh bien, nous, la manière dont nous pensons le réel, nous les humains, on a fait une inversion culturelle. On a pensé que l'économie englobait le tout et que l'économie, c'est comme une boule qui englobe le social ou le sociétal, lequel englobe la nature. Et comme la nature est donc un sous-système du sociétal et de l'économie, et donc notre vision du progrès et de la modernité, c'était cette vision-là. Or, René Passé, en 1975, dans L'économie qu'est le vivant, dit « on s'est trompé, il faut inverser. C'est la nature, c'est la biosphère dans son ensemble, et avec le réchauffement climatique encore mieux, c'est la biosphère et la nature dans son ensemble qui nous englobe, et le sociétal et le social, c'est un sous-ensemble de cette biosphère de la nature, et le sous-ensemble du sociétal, c'est l'économie. Donc, il faut mettre l'économie à sa juste place. Et pour remettre l'économie à sa juste place, il faut sortir de la binarité État-marché. C'est-à-dire où on fait du tout État et à ce moment-là, on devient communiste, hein, où on fait du tout marché et à ce moment-là, on devient hyper libéral. Mais en fait, on n'a pas vu que dans nos valeurs de notre drapeau, liberté, égalité, fraternité, on n'a pas vu que le mot liberté, c'est la liberté d'entreprendre, donc c'est le marché, que l'égalité, c'est un État, un politique qui doit redistribuer la richesse, sinon on laisse la liberté, elle va faire tout exploser, donc il faut bien un équilibre, une tension complémentaire entre l'État et le marché, l'État qui redistribue la richesse et qui est régulateur et le marché. Mais le mot fraternité, il vient d'où?
Je vous pose une question, il vient d'où? Mais il vient d'où? Il vient de 1848, 60 000 morts sur les barricades, 60 000 morts du combat entre les riches et les pauvres. On avait fait ça déjà en 1830. On a fait ça en 1848 et on a fait ça en 1870 avec la Commune de Paris. Donc, quelque part, si on a mis le mot fraternité, et d'ailleurs la droite voulait mettre le mot propriété à la place de fraternité. Et donc, si Jules Ferry et Victor Hugo ont dit on va mettre le mot fraternité, le problème, c'est qu'on regarde ce drapeau sur toutes nos mairies, mais le mot fraternité, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que vous demandez aux jeunes de 20 ans, liberté, ils savent, égalité, ils veulent bien dire égalité, équité, c'est bien, mais fraternité, ça veut dire quoi? Le mot fraternité, c'est ce que Michel Serres, qui est de chez vous, en Nouvelle-Aquitaine, disait, le mot fraternité, c'est le tiers instruit. C'est le tiers instruit, ça veut dire quoi? C'est que si vous avez un ternaire qui s'appelle le corps et l'esprit, vous avez cette question du tiers instruit qui est l'âme. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors, soit vous ne croyez pas à l'âme, et vous êtes dans le corps et de l'esprit, à ce moment-là, vous inventez l'État et le marché, et comme ça, c'est binaire, ça descend du haut vers le bas, etc. Et vous dites, nous, on fait dans l'efficacité, on fait la guerre technologique, parce que nous, les homo sapiens, on a deux défauts, celui de parler du langage et d'inventer des récits qui n'existent pas, souvent, hein, ou des religions, etc., qui n'existent pas, mais ça ne fait rien, ça fait en sens, et on a la technologie pour se faire la guerre. Donc, si on rajoute le mot, le tiers instruit, qui est le mot fraternité, c'est la fraternité, c'est quelque chose qui ne peut se décréter ni du sommet de l'État, ni du sommet de l'entreprise. C'est ce qui bricole avec la logique de la liberté et de l'égalité. Donc là, nous avons un défi culturel, et je parle sous l'audience de Gaël Giraud, qui en plus d'être directeur de l'AFD, d'être directeur au CNRS et d'être très fort en mathématiques sur la monnaie, en plus il est jésuite. Il a fait sa thèse de théologie sur quoi? Justement sur les biens communs. Et les biens communs, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne peut se faire vraiment que par une relocalisation partielle et intelligente. C'est quelque chose qui fabrique ces trois logiques qui se nouent entre elles, liberté, égalité, fraternité. Donc, je dirais, depuis 1848, enfin, faisons la vraie révolution culturelle qu'on aurait dû faire avec celui qui a fait Jules Ferry, qui a dit aux religieuses d'aller dire en Afrique qu'il y avait un Dieu unique, et donc comme ça, la fraternité, c'était pour aller faire des missions dans nos colonies. Et donc, la fraternité, c'était ce qu'on allait mettre sur toutes nos écoles, hein, avec les mêmes blouses pour qu'on soit tous égaux entre les hommes et les femmes, etc. Et donc là, on a mis un mot, et maintenant, c'est 1848 à maintenant, peut-être qu'il serait temps de recomprendre et de reformuler cette invention culturelle qu'on a cru faire en 1848 et qui va devenir très nécessaire avec la rupture historique des Covid qui vont être de plus en plus nombreux si on ne réinvente pas notre manière de produire, notre manière de consommer et notre manière de vivre ensemble. Deuxième rupture historique, le réchauffement climatique. Ça, c'est la plus grosse des ruptures. Et ça, heureusement qu'il y a eu la COP25 et heureusement que Joe Biden est là et vient nous aider maintenant. Et puis, la troisième petite rupture historique franco-française, qui est que la moitié de nos terres vont se libérer. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On ne pourra jamais les gérer sur le mode de filière intensifiée et où s'agrandir et se spécialiser. Parce que celui-là, il consommera des semences sélectionnées pour supporter des pesticides et des engrais chimiques et azotés qui tuent la vie et qui fait que nos sols vont partir à la rivière et à la mer. Voilà. Donc, excusez-moi si je suis un peu insolent, mais quelque part, quand on a 73 ans comme moi, eh bien, on rêve que quand on ne sera plus là, eh bien, les hommes sur les territoires
ne s'entretuent pas parce que Churchill disait entre la barbarie et la civilisation, il y a 5 repas. Bien, croyez-moi, avec le réchauffement climatique, croire qu'on va être nourri par l'autre bout de la planète parce qu'on a des tankers de milliers de containers qui vont venir nous apporter à manger, etc., tout ça, c'est de l'irréalisme total. Donc, il est temps qu'on redevienne réaliste. Donc, il est temps qu'on se réapproprie, pas tout, évidemment pas un total protectionnisme, loin de là, mais qu'on ait de l'intelligence collective qui est, à mon avis, totalement économique, et René Passet nous soutiendrait à fond là-dessus, et Gaël Giraud à fond là-dessus, et je pense que Jean Covici aussi, qui est un spécialiste de l'énergie aussi, et d'autres encore, hein, Edgar Morin aussi, il faudrait l'interpeller, mais il y a un vrai travail, non seulement sur comment on innove localement, mais un vrai travail sur comment on change nos questions et comment ce que l'on vit depuis 10 ans, comment ce que l'on vit réellement depuis 10 ans et qui va s'aggraver, comment ça change nos questions. En fait, je dirais, en fait, Einstein disait, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes en forme de clou. Eh bien, s'interroger sur les marteaux dans la tête que nous avons. Voilà. C'est les marteaux, on en a quelques-uns qui sont pesants. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des gens qui sont en ligne? Parce que j'ai une autre question Facebook, mais s'il y a des gens qui sont en ligne et qui veulent poser une question, allez-y volontiers. Vous manifestez, vous enlevez votre micro et vous pouvez intervenir librement, sans problème particulier. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir à ce niveau-là? Non, personne. Tu les as tellement convaincus que maintenant, on va avoir que des adeptes de l'aquaculture. J'entends une voix féminine qui veut contester. Une voix féminine, enfin. Bravo, voilà. Bravo. Moi, je ne sais pas, je vais vous poser une question. Je voulais savoir comment mieux gérer les ressources naturelles, revaloriser le métier d'agriculteur tout en produisant de la nourriture à grande échelle. Oula. Là, évidemment, c'est une femme qui t'a posé des questions. Voilà. On est de plus en plus nombreux quand même. Hein. Alors, donc, le petit jardin ne suffira pas. Non, mais nous, l'installation en agriculture qu'on voudrait faire en complémentarité de cette aquaponie, hein, cette économie circulaire qu'on n'a pas inventée, qui nous vient des Aztèques, les Indonésiens font dans les rizicultures, etc. Donc, nous, on a inventé l'agriculture pétrolière au sortir de la guerre parce qu'il y avait besoin de nourrir beaucoup de monde tout d'un coup. Donc, ce que je veux dire, c'est que la multitude de ces permacultures associées à de l'agroforesterie, associées à de l'éco-pâturage sur les sols les plus pauvres, eh bien, ces additions locales peuvent évidemment reconquérir de l'alimentaire territoire par territoire. Le problème, c'est qu'on n'aura pas un modèle unique avec un financier unique et une politique unique pour la démultiplier et pouvoir inonder le monde avec notre nouveau mode agricole. Donc, il y a l'addition de économiser, valoriser, jouer sur les complémentarités, que ce que j'appelle être une agriculture paysanne qui optimise les écosystèmes physiques et humains locaux. Eh bien, elle est à inventer territoire par territoire, un territoire de vie par territoire. Et là, il y a beaucoup d'emplois là-dedans, parce que je réponds, madame, à le constat que je fais, c'est que depuis Pompidou, on disait, Pompidou, 70 000 chômeurs. Pompidou disait, oh là là, 70 000 chômeurs, c'est terrible. Oh là là, mais il va y avoir la révolution quand on va arriver à 100 000. Maintenant, on est passé de 70 000 chômeurs Pompidou à 7 millions de chômeurs, et de 1 à 100. Or, tous les présidents de la République ont tous dit que le chômage, c'était le cancer du vivre ensemble. C'était le cancer de la société. Oh, croyez-moi, le cancer, ça fait aussi du PIB. C'est vrai que ça arrange quelques-uns. Hein, et les chômeurs aussi, ça peut aussi faire du PIB. Mais, donc, on voit bien qu'on a un vrai débat
c'est qu'on change de l'agriculture, on change de l'économie où on associait de la matière et de l'énergie et qu'on rentre dans une économie de plus en plus informationnelle qui peut virer vers un totalitarisme et à ce moment-là faire inventer un capitalisme de surveillance et de contrôle généralisé grâce à l'intelligence artificielle. Ça peut être une voie totalitaire et totalisante, ou alors, au contraire, dire si on invente d'autres manières d'obtenir un revenu pour des activités qui ne sont pas toutes lucratives, qui ne sont pas toutes des conquêtes de marché, mais qui créent du lien social, des activités avec des composantes de… Alors, je vous donne des exemples de projets de temps choisi qu'on a eu de 90 à 96 en Rhône-Alpes. La première, c'était une avocate qui a dit « Moi, je me mets à mi-temps parce que mon fils est mort il y a 10 ans dans un hôpital de maladies incurables. Donc, moi, je veux me mettre à mi-temps. » On s'est réunis avec 3 avocats et on va embaucher un chômeur dans notre cabinet en compensation. Et comme ça, elle a monté les Blues Roses. Les Blues Roses, c'est devenu une institution. Et c'est-à-dire, elle a créé de la richesse qui ne se mesure pas et qui n'a pas été accompagnée par le Crédit Agricole parce qu'ils allaient faire du profit. Mais elle est ravie, elle s'est épanouie à mi-temps. Elle a permis à un chômeur de trouver un vrai emploi. Le deuxième qui est venu voir, c'est une assistante sociale qui nous a dit, je me souviens, Jacqueline, elle était à Grigny au sud de Lyon. Elle disait, oh là là, moi, je pèse même pas 55 kilos et je sais que toute la misère humaine sur mes 2 épaules d'assistante sociale, dans 5 ans, je vais à l'hôpital psychiatrique. Vous me direz, l'hôpital psychiatrique, ça fait du PIB, c'est bien aussi ça pour la croissance. Eh bien, elle est venue, elle a dit, je me mets à mi-temps. Elle a monté un jardin de cocagne qui est de 100 personnes à Grigny, 100 personnes qui ont appris à jardiner, et elle est assistante sociale à mi-temps. Ça marche très bien. Et en même temps, on a eu une fille qui était originaire de Kabylie. Elle disait, moi, je suis dans la banlieue dure, hein, le Saint-Denis de Lyon, c'était Vaux-en-Velin. Et à ce moment-là, elle disait, ben moi, à Vaux-en-Velin, on est les mal-aimés, etc. Elle a dit, moi, je vais aller faire un film en temps choisi, avec mon chèque de temps choisi, et je vais prendre mon village de Kabylie, et puis je vais aller dans tous les appartements, montrer comment on vivait en Kabylie. Mais ça a super bien marché. Et donc, à mon avis, ça a détruit peut-être beaucoup d'emplois de travailleurs sociaux, peut-être, parce qu'elle a fait autrement du travail social, parce qu'elle a fait autrement du lien. Donc, vous voyez, tout ça, ensemble, on voit bien que l'objectif, ce n'est pas de devenir la France avec le plus gros produit intérieur brut, dont on sait que le produit intérieur brut, ça ne mesure pas un bonheur intérieur brut. Donc, l'enjeu, c'est comment inventer un modèle de développement où on invente évidemment du produit intérieur brut, mais évidemment du bonheur intérieur brut parce qu'on a un nouveau mode de pensée qui nous permet d'inventer territoire par territoire, par concertation entre des amis, entre des voisins, entre des institutions locales, entre des politiques locaux, inventer des innovations administratives, même de redistribution, puisque cette agriculture paysanne, elle n'a jamais été aidée ces 50 dernières années. Hein. Ceux qui ont été les plus aidés sont ceux qui ont été dans la fuite en avant, dans l'intensification. Et en plus, qui ont utilisé ce qu'ils ont obtenu de l'Europe pour acheter des terres dans les pays de l'Est. Hein, et donc, pour faire du productivisme dans les pays de l'Est, parce qu'ils avaient ruiné des sols dans les pays du bassin parisien. Voilà. Donc, je veux dire que, vous voyez, c'est vraiment une révolution culturelle et peut-être ces 3 ruptures que sont le Covid, le climat, qui n'est pas une mince affaire, et on est au début des débuts, et pour nous, les Français, la moitié de nos terres agricoles qui vont partir en friche ou qui vont se chinoisiser par des sociétés anonymes où personne n'y verra rien. Et je pense que peut-être en Aquitaine, vous avez la même chose que chez nous. Et bien là, il y a des vrais gisements de nouveaux métiers, de nouveaux emplois à inventer, mais ce n'est pas aussi simple que les emplois d'ingénieurs, de techniciens, d'IUT, etc. C'est beaucoup plus complexe. Voilà.
est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi, j'en ai trouvé une dans ton livre, à un endroit, j'ai trouvé cette phrase. Comment éviter que la pauvreté ne devienne la misère? Alors, c'est une bonne phrase parce que C'est de toi, hein, c'est de toi. C'est pas... parce qu'il y a la pauvreté, il y a la pauvreté qui est subie et il y a la pauvreté qui est choisie. Donc, c'est toute là est la différence. C'est amusant que tu me poses cette question parce que je vais partir après-demain au nord de la Dordogne. C'est des jeunes qui ont tous leur diplôme d'ingénieur, hein, et qui ont décidé. Alors moi, j'avais été à l'origine en Occitanie de la démarche Ecoamo qui a eu un prix régional et national parce qu'il n'y avait pas de renouvellement d'artisans sur les méthodes d'éco-bâtir. Et du coup, on a inventé une logique d'éco-hameau avec des logiques d'espace différents. Voilà. On a imité ce que faisaient les Québécois. Les Québécois ont fait 5000 logements sociaux. Nous, on n'a fait que 3 éco-hameaux dans toute la France pendant le même temps que les Québécois en ont fait 5000 logements sociaux. Et on sait très bien qu'on a 12 millions de personnes mal logées et que la question de l'offre et la demande de l'habitat, elle est très importante parce que c'est elle qui fait que les prix de se loger ont camouflé le prix qu'il faut pour manger. Si vous avez un toit et si vous mangez, à ce moment-là, la vie se présente autrement. Donc, je vois très bien, j'étais à Emmaüs Pau il y a 2 ans, je dis c'est extraordinaire, vous avez travaillé la question d'un habitat que vous autoconstruisez ensemble avec de l'auto-alimentation que vous faites ensemble, pas à 5 ou 6, mais à beaucoup plus nombreux, et ce qui vous permet d'être efficace dans l'économie de la recirculation, recycler, réparer, réévaluer, réorienter, relocaliser, ce que j'appelle l'économie circulaire, hein, de la marchandise matérielle, eh bien, et ils font 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils avaient su intelligemment inventer des habitats compatibles avec leurs activités de recyclage et à ce moment-là, leur permettant de passer un temps de la journée, en gros un tiers de temps. Alors, ces jeunes ingénieurs que je vais voir là dans quelques jours, ils ont tous des diplômes. Ils ont dit, on voit bien qu'on ne va pas faire carrière, on voit bien qu'on ne va pas aller directement faire carrière comme nos anciens, hein. Donc, on veut faire une réflexion transversale. Et de cette réflexion transversale, ils sont venus nous voir à Miancé, où on a fait les rencontres depuis 27 ans de l'intelligence verte. Ils ont inventé le concept 06 planète. 06 planète. C'est quoi? Ils ont dit, voilà, on se lance le défi d'inventer des modes de vivre ensemble. Alors nous, dans les éco-hameaux, on pensait que 15 personnes, 20 personnes, c'était une bonne moyenne, ni trop, ni pas assez. Eux, ils sont plus jeunes, ils veulent aller plus loin. Dis-nous, on veut des modèles de vivre ensemble de 200 personnes, enfants compris. Et on voudrait que dans ces modèles de vivre de 200 personnes, que ces modèles de vivre ensemble qu'on va inventer soient désirables et enviables par ceux qui sont à l'extérieur. Et pour les rendre désirables et enviables, on va, proposer qu'un tiers de notre temps pour notre vivre ensemble sera sur la reconquête de nos souverainetés et sécurité alimentaire. Alors, ils sont très intéressés par l'aquaponie, c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir. Et les tortues maraîchères, ça les intéresse parce que ça permet de faire de l'intergénérationnel dans la production agricole. Et donc, un tiers de temps de vie, eh ben, c'est reconquérir sa souveraineté alimentaire. Le deuxième tiers de temps de vie, chez chacun, va travailler sur son savoir-faire à lui, d'ingénieur, et pour découvrir son talent. Qu'est-ce qui lui a donné ce talent de vouloir faire ce qu'il a appris en étant chimiste, en étant ingénieur. Et donc, ça, c'est le deuxième temps. Donc, chacun va travailler son talent. Et le troisième temps, eh bien, c'est la vie de famille et éco-construire son toit à plusieurs et la vie de famille. Je leur dis, mais vous êtes en train d'inventer les abbayes cisterciennes?
comment ça, ils me disent. Je dis, ben, les cisterciens, ils avaient 3 temps. Ils avaient le temps pour s'auto-alimenter et être en autosuffisance alimentaire, eux, l'abbaye, plus la population d'à côté. Le deuxième temps, c'était prier Dieu. Alors là, nos jeunes ingénieurs, ils ne veulent pas prier Dieu, ils veulent reconquérir et revisiter leur propre talent. Et donc ça, ils vont remplacer la prière par reconquérir son talent de musicien, son talent de poète, son talent d'écrivain, etc. Et donc, Dieu sait qu'il y a du travail à redécouvrir des talents de musicien, d'écrivain, de poète, etc. Et de comédien, etc. Et le troisième temps, eh bien, c'est la vie familiale en essayant de participer petitement ou plus que petitement à se faire un toit, à condition que le politique soit d'accord sur ces nouvelles logiques de hameaux légers, où il y ait moins de contraintes que les contraintes qu'on donne à monnaie de croix, qu'on donne aux grands promoteurs qui, eux, font du business pour faire du business. Donc, je pense que là, il y a un vrai débat. Et ces jeunes, je vais aller les voir. Et je pense qu'entre eux et moi, il y aura 50 ans de différence. Donc, on va sûrement s'échanger beaucoup de choses. Belle expérience. Entre parenthèses, tu seras demain, je crois, je parle sous le contrôle de Jean-Luc, à 15 h à Bacalan, avec l'élu du quartier qu'on connaît bien tous, Vincent Morin, qui est très impliqué dans la vie locale pour le lancement d'une idée de tortue maraîchère sur Bordeaux. Je pense que ça peut être intéressant. Et donc, on te retrouvera à ce moment-là, ceux qui veulent te retrouver sur Bacalan. Jean-Luc devait me donner l'adresse, mais il m'a dit que c'était en face de la piscine. Je ne sais pas s'il y a une piscine à Bacalan. Voilà, c'est pas dans une salle municipale. Je voulais, pour conclure, parce qu'on va conclure, pour respecter notre contrat de temps, te demander 2-3 choses. D'abord, tu as parlé qu'une seule fois des élus locaux là-dedans. Quel est leur rôle là-dedans? Les élus locaux, départementaux, maires, quelle que soit la ville, la campagne, etc. Je voudrais savoir que tu me dises quel est le rôle des élus locaux. Est-ce que tu penses qu'ils sont convaincus par la ruralité? Est-ce qu'ils vivent la ruralité comme un handicap? Ou est-ce qu'ils sont en train de changer d'avis sur leur vision de la ruralité? Moi, quand je rencontre des élus locaux de la ruralité, en général, ils se plaignent beaucoup, manque de moyens, disparition des services publics, ce qui est vrai, manque d'ingénierie pour inventer des projets, pour faire monter et émerger des projets, difficultés sociales du monde agricole qui deviennent très lourds en Gironde, etc. C'est la première question. Comment tu vois les élus locaux en conclusion? Et la deuxième, la Gironde, c'est quand même une monoculture, quoi. C'est le vin et c'est la vigne, qu'on le veuille ou non. Et dans tout ce que tu dis, on retrouve quand même la notion de filière qui est défendue au niveau régional. Souvent, on parle des filières dans la région. On est très éloigné par la notion de filière de ce que tu as dit. Alors, comment concilier le rôle des élus locaux et comment également s'approprier cette filière dont, il faut bien le dire, est défendue ardemment par les qui est quelque chose qui appartient à la culture locale. Chez nous, la FNSEA, c'est quand même les représentants partout, c'est IBB, le Grand Vin de Bordeaux, toutes les institutions qui fonctionnent. Oui. Alors, comment je vois les élus locaux? Moi, j'ai traîné mes sabots pendant 40 ans dans tous les milieux ruraux, hein, de la montagne au périurbain, en faisant un tour par le Centre d'études des systèmes des technologies avancées, où là, j'ai retravaillé sur les territoires avec des chercheurs et des petites entreprises. Donc, comment je les vois? Moi, je vois que, je dis souvent, il y a 2 types d'élus. Un élu local, je le vois plus comme un accompagnateur, un coordinateur, et je vois plutôt la vision des partis politiques,
la gauche, la droite, l'entre-deux, etc., au niveau national. C'est comme ça que je le vois. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de maires, et je dois dire que c'était plutôt la qualité humaine de l'élu local qui faisait qu'il se passait des choses parce qu'il avait une qualité d'écoute, une qualité d'accompagnement qui était beaucoup plus importante que, je dirais, le parti auquel il appartenait. Ça, au niveau du local, je crois que c'est la qualité de coordinateur, d'accompagnateur de l'élu. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand notre instituteur qui s'appelait Jean-Luc Dimois au présidentiel, après Mitterrand, du temps d'Asquette, j'ai son nom à la bouche, qui habite du côté de l'Ariège, qui était président de la République et qui s'est représenté, qui a perdu au retour. C'était et son secrétaire d'État, c'était Asquette à l'économie sociale et solidaire. Oui, Jean-Marie devrait savoir, c'est un instituteur. Oui. C'est cet enseignant, président de la République de l'Ariège. Ah oui, tu veux dire, mais tu ne parles pas de la période actuelle. Non, dans le passé. Ah, il le passé, parce que je cherchais… il s'appelait, pas Léogier, pas un nom comme ça. C'est pas possible que votre mémoire d'élu ait perdu un président de la République au passage. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que nous, on avait montré les résultats positifs de notre université citoyenne du temps choisi pour partager le travail autrement. Et lui, Asquette, son secrétaire d'État à l'économie solidaire, avait dit « Moi, ce que je verrais bien, c'est d'étendre aux élus municipaux ces chèques de temps choisi pour donner un chèque de temps choisi à un élu qui se met à mi-temps, qu'il soit plombier, instituteur, peu importe, il se met à mi-temps et on lui donne un chèque de temps choisi pendant 2 fois 2 ans parce qu'il a un projet sur sa commune qui est de construire un bien commun, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et à ce moment-là, je verrais très bien de donner donc les moyens d'avoir des conseillers municipaux qui soient à mi-temps porteurs d'un projet ou social non lucratif, ou culturel non lucratif, ou écologique non lucratif, voilà, la rivière, les plastiques, etc. etc. Donc, et c'est vrai que Madame la ministre Guigou, Elisabeth Guigou, m'avait dit « Oh, mais c'est génial, il faut absolument que la gauche présente ce projet de loi pour que, à la fois, ça serve de partage du travail plus souple et plus compatible avec les PME qu'a été les 35 heures de Martine Aubry, mais en même temps, ça pourrait booster aussi des élus municipaux qui pourraient animer de l'émergence de projets de biens communs. » Et eh bien, cet élu, dont j'ai perdu, là, oh, mais vous allez retrouver ça. Il a dit à Asquette, j'adhère intellectuellement à ce projet, mais il est trop ambitieux pour gagner les élections. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça on l'a vu, excusez-moi, mais on l'a vu avec le revenu de base, quand même. C'était quelquefois trop ambitieux pour gagner les élections. Donc, c'était trop ambitieux. Mais l'université de temps choisi ou le chèque de temps choisi, c'était une marche d'escalier avant le revenu de base de Hamon. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que, comme c'est pour saluer Michel Cabane, que j'ai croisé une fois, et on a un ami commun, René Passé de la Sorbonne, l'auteur de L'économie et le vivant, et il y a quelque chose que je n'ai pas dit de René Passé qui m'a beaucoup marqué,
qui a dit en fait, en gros, on pourrait dire que les 40 ans de néolibéralisme, où on a ouvert toutes les frontières, on a créé des chaînes de valeur mondialisées avec une marchandisation du travail au moins cher, et des fois c'est les enfants, et des containers qui fait que ça coûte 20 ou 30 centimes le kilo transporté à des milliers de kilomètres, etc. Donc, il a dit en fait, le bilan, alors je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Michel Cabane, mais il dit finalement, moi j'ai fait le bilan que les revenus du capital pendant ce qu'on a appelé le néolibéralisme, né avec Madame Thatcher, avec Hayek, avec Friedman, avec Reagan, etc., de cette ouverture des frontières mondialisées, eh bien, les revenus du capital ont augmenté de 27%, tandis que les revenus du travail ont baissé de 17%. Voilà le constat que moi, économiste, je fais de ce néolibéralisme qu'on a appelé le progrès et la fuite en avant hors frontières, et qui fait que les paradis fiscaux, qui fait que ceux qui ont gagné de l'argent, ce n'est pas ceux qui ont fait les gadgets ou les marchandises, mais ceux qui les ont revendus dans les pays qui avaient plus de voix. Donc, je rends honneur à René Passé de m'avoir fait prendre conscience de ça. Eh bien, c'est là. Les élus locaux. Alors, c'est ce que je veux dire aux élus locaux, c'est que il y a évidemment un travail à la fois. C'est Michel Serres. Moi, j'aime beaucoup Michel Serres. Et il disait, un instituteur qui disait X égale, il donnait X égale, il donnait 5 égale X moins 2. Mais les élèves disaient, mais c'est quoi X? Et il y a un élève qui dit, mais moi je ne suis pas d'accord, puisque vous m'avez dit que les mathématiques, c'était que des nombres en équation les uns avec les autres. Et Michel Serres dit non, là c'est une équation où il y a des nombres qui sont en équation avec le X. Et X, c'est l'inconnu à trouver. X, c'est l'inconnu à trouver. Et ce jeune qui posait la question dit, mais alors celui qui va trouver ce X de l'inconnu mathématique, territoire par territoire, il s'appelle comment? Eh bien, Michel Serres lui a dit, eh bien, c'est le rôle du philosophe de trouver le contenu du X dans une équation mathématique. C'est une manière détournée de dire que la philosophie, c'est aussi ça. Eh bien, peut-être que la philosophie des élus ruraux ou des élus non ruraux, c'est de dire, bon, bien, c'est quel contenu je vais donner à X, parce que je vais me donner un détour, un recul de philosophie, je vais prendre une distanciation par rapport au réel pour pouvoir trouver la nature du X de Michel Serres, qui est de votre région. Encore, mais Dieu sait que vous en avez des gens passionnants dans votre Nouvelle-Aquitaine, hein, et vous faites venir des gens comme moi qui viennent de 300 km, c'est idiot. Hein. Donc, réunissez des Michel Serres, malheureusement, qui n'est plus là, que j'ai avec des Boris Cyrulnik, avec des Gaël Giraud, avec des René Passé qui est toujours là, avec du Edgar Morin qui est toujours là, même s'il est très vieux, etc. Donc, voilà. Donc, essayez de dire que l'homme, on ne voit pas le réel, hein, mais on interprète le réel avec ses représentations. Donc, pour moi, un élu, c'est quelqu'un qui interpelle ses propres représentations pour faire un travail de distanciation et de devenir une sorte d'animateur, coordinateur pour que naissent des biens communs, et des biens communs qui ne sont pas que de la redistribution, qui ne sont pas de l'État, qui ne sont pas que du marché, l'optimisation lucrative, mais qui sont les trois à la fois, et donc pourquoi pas du bénévolat, et pourquoi pas des moyens de redistribuer par des chèques de transition, par des revenus de temps choisis, par des chèques de temps choisis, et bien de créer des mayonnaises territoire par territoire pour augmenter le bonheur intérieur brut et pas simplement qu'augmente le produit intérieur brut. Parce que dans les filières, croyez-moi, c'est toujours celui qui est au bout de la filière, au plus proche du consommateur, qui décide et qui verrouille le revenu qui sont en amont de la filière.
Alors, c'est bien quand on gagne en qualité, mais on se gagne aussi en fragilité. Donc, je crois qu'on peut monter des filières de qualité, pourquoi pas, mais il faut aussi monter des économies plus complexes, territoire par territoire. En tout cas, pour faire face aux défis de demain, je suis persuadé que les élus ont un grand rôle à jouer en liaison avec les administrations, mais là, c'est des innovations administratives et de redistribution qu'il faut faire autrement. Merci. Écoute, on a atteint l'objectif des 90 minutes. Je te Alors, remercie. je me dis, mais en consultant les populations, et c'est Oui, vrai que avec les CIVAM, si vous rencontrez Marie-Pierre Cabane et Michel Cabane, mais quand j'ai rencontré Michel Cabane, je dis, oh, mais est-ce que tu connais Marie-Pierre Cabane, qui est Oui, une collègue de CIVAM absolument. et qui est une élue du côté Pyrénées-Atlantiques. Hein, et donc, c'est une grande copine avec qui on a fait plein de choses. Et moi, j'ai fait… Qui veut une tortue. Mais surtout, j'ai fait avec Marie-Pierre Cabane, ce que, comme elle est modeste, elle ne vous dira pas, mais on a monté des écoutes qualitatives de territoires restitués entre le lundi matin, où 15 personnes viennent écouter, et restituer le vendredi soir, pour qu'on fasse circuler la parole en ayant écouté 60 à 70 personnes pendant 2 heures de temps, et où on invite à la restitution du vendredi soir, on évite quand 70 personnes ou 60 personnes ont été écoutées 2 heures au coin du feu chez elles, comment vous avez vu les 15 dernières années se passer, comment vous voyez les 15 prochaines années, et puis maintenant, si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi? Eh bien, on a fait ça 57 fois sur 57 territoires de communautés de communes différentes. Eh bien, croyez-moi, ça fait remonter une énergie et des désirs de faire, parce qu'on s'aperçoit que moi, sur tous les territoires où on a fait ça, les stagiaires ont dit, eh bien, il y a toujours sur les territoires des gens qui nous disent, nous, on a essayé de pousser des portes, on n'y est jamais arrivé, et on a toujours trouvé des techniciens ou à d'autres niveaux institutionnels en disant, voilà, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait des innovateurs, maintenant il n'y en a plus, on a ratissé tous les innovateurs, alors maintenant on ne sait plus quoi faire parce qu'on a tout épuisé. Donc, c'était sur 57 écoutes de territoire, c'était ce qu'on en retirait comme bilan. Il y a une interprétation différente et il y a une richesse humaine qui se perd parce que certains croient qu'il n'y a plus d'innovateurs parce qu'ils sont en haut des institutions. Et puis, il y a ceux qui disent, ah ben, nous, on a eu des idées, mais si on avait été accompagnés, si on avait été… Eh bien, à ce moment-là, nos idées, elles auraient pu se transformer et à ce moment-là, créer du bien commun entre parents, amis, voisins et de résilience territoriale. Voilà. Là, c'est un vrai enjeu culturel pour les années futures qui, évidemment, sort des filières. Alors, pour répondre à cette madame, je dis, ben, peut-être qu'il y a des filières qui sont peut-être encore intéressantes à monter pour exporter, mais je pense que sachons que notre alimentation française, elle est dépendante pour la moitié des fruits et légumes qui se sont délocalisés au sud de l'Espagne avec ce qu'on appelle une mer de plastique qui fait 40 000 hectares. Et ceux astronautes qui sont montés sur la Lune, dit de la Lune, on voit 2 choses de la planète Terre. On voit la muraille de Chine, hein, les communistes, hein, la muraille de Chine. Hein, si vous dites que la FNSEA est communiste, je ne sais pas. Hein, et vous avez la deuxième chose que l'on voit de la Lune, si on est astronaute, c'est les 40 000 hectares de miroirs qui c'est une mer de plastique. Et cette mer de plastique, elle approvisionne la moitié de nos assiettes avec 14 calories de pétrole pour 1 calorie en fruits et légumes et 26 calories si c'est de la viande. Donc, déjà, reconquérir notre souveraineté alimentaire, notamment en fruits et légumes, avec du poisson, parce que quand même, nous les Français, nous mangeons 22 kilos de poisson par an et par personne. Nous sommes les champions mondiaux de la consommation de poissons. Seulement, nous achetons 8 poissons sur 10 à l'extérieur. 8 poissons sur 10 à l'extérieur. Et je sais qu'on en a des chercheurs qui travaillent là-dessus, etc., sur les écosystèmes planétaires, etc. Donc, les gens d'Ifremer, ils veulent absolument mettre leur label sur les tortues maraîchères pour que aussi on autoproduise du poisson
Et si en plus le poisson, il vient de truites qui ont été sélectionnées à Saint-Pie-sur-Nivelle, c'est chez vous, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Hein, s'appelle Sandrine, je ne sais plus comment tu l'as rencontrée, Jean-Luc. Et bien à ce moment-là, on peut créer une filière lupin sur les sols pauvres qui permettent aux céréaliers de faire quelque chose en amont de la céréale sans pesticides et pesticides qui tuent les climats. Et à ce moment-là, créer une nouvelle chaîne alimentaire vertueuse et pourquoi pas la partager avec les pays du sud de la Méditerranée. Parce qu'avec 140 mm d'eau en Tunisie, je vous dis bien que 140 mm d'eau en Tunisie, s'ils avaient une agriculture qui économise 95% de l'eau douce avec des tortues, ça pourrait peut-être les intéresser parce que nous, on a en Narbonne 400 mm d'eau. Et qu'est-ce qu'on dit que c'est sec? Et on dit on ne va jamais s'en sortir avec 400 mm d'eau. Donc, vous voyez que si on voudrait que demain, eh bien, il n'y ait pas trop de migrants qui viennent de là où on crève la faim, chassés par de 1 à 2 mètres ou 3 mètres de la montée du niveau de la mer sur les 40 ans qui viennent, eh bien, à ce moment-là, on a intérêt à raisonner de la reconquête de souveraineté alimentaire. Stéphane Linou, qui est un élu local, qui est conseiller général à Castelnaudary, c'est pas loin de chez vous, il a présenté la semaine dernière, Stéphane Linou, à l'Assemblée nationale, un conseil national de la résilience alimentaire, un conseil national de la résilience alimentaire. Alors, je dis à Stéphane, si les députés font la moue, tu peux leur dire, si vous enlevez le C du conseil et vous mettez le I à la place, ça ne fait pas CNRA, ça fait INRA, mais un INRA qui ne passe pas 80% de son énergie à fabriquer de l'agriculture productiviste pour avoir, avec l'INRA, un système agraire et développement, faire l'inverse sur les 20% restants. Donc là, vous voyez que les politiques avec les chercheurs, vous avez beaucoup de travail devant vous si vous voulez faire des conseils nationaux, régionaux et locaux de la résilience alimentaire et de la résilience des territoires face au climat. Merci beaucoup. Donc, moi, je voulais remercier ce soir la personne chez qui tu te trouves. Je lance un appel en son nom. C'est une dame extraordinaire. D'ailleurs, avant que tu partes, elle te trouvera un costume à ta taille pour que tu puisses faire une grande soirée champagne chez Jean-Luc. Cette dame cherche des danseurs pour accompagner son groupe de danse du 19e siècle. Et donc, tu vois, comme quoi, tu es dans une maison dans laquelle l'histoire a toute sa place. Et je crois qu'il y en a déjà qui ont essayé les costumes et qui se sont sentis très bien dans un costume de Napoléon III. Donc, merci à vous. Voilà, regardez ça un peu. Elle fait des broderies extraordinaires aussi. Merci à vous. Merci à elle de nous avoir accueillis. Merci à vous d'avoir suivi ce débat jusqu'à la fin. Je voudrais remercier également Olivier et son collègue et ami pour la technique. Ça a bien fonctionné cette fois-ci. Esther, qui était à mes côtés et qui a tenté de suivre sur Facebook. Vous pouvez toujours mettre vos remarques sur Facebook. On essaiera d'y répondre. Et puis, écoutez, rendez-vous sur une prochaine visio au mois de mai. Je pense que je proposerai à mes collègues que ce soit sur la laïcité, parce que c'est un sujet qui, on a vu, surgit tout à fait dans l'actualité. On en reparlera entre nous prochainement. Et je pense qu'on trouvera quelqu'un qui puisse intervenir là-dessus et qui puisse alimenter le débat. Et sachez que ces soirées sont des soirées que l'on estime citoyennes parce que j'estime que, comme moi, vous avez beaucoup appris sur un milieu dans lequel on entend beaucoup parler et dont on n'est pas certain les uns les autres de posséder toutes les clés. Et je te remercie pour la clarté et surtout pour la passion et l'enthousiasme que tu mets dans tes propos. Bonne soirée à tous et puis rendez-vous pour ceux qui le veulent sur le profil Facebook de Gironde Citoyenne où vous retrouverez l'ensemble du débat qui va perdurer pendant quelques semaines. Merci beaucoup et merci à Jean-Luc. Je vous donne rendez-vous dans 3 ans entre paysans terre-mer, si la mer vient à nous, allons à la mer, et le vivant, l'économie productive circulaire comme modèle, avec chez vous, paysans océan-rivière à cause du mascaré. Et dans 3 ans, on fait dans le même endroit avec cette femme fabuleuse qui vit dans une maison où je suis, qui est aussi belle qu'elle,
eh bien, rendez-vous dans 3 ans pour que les paysans terre-mer rencontrent les paysans océan-rivière. C'est une maison close. Et pourquoi pas les paysans d'ailleurs. À tous et à bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Claude. Au revoir. Merci. Pardon.